travail. Donc, je conduis l'entretien solutionniste expérientiel, comme je disais là il y a quelques minutes. Et puis, si vous avez des questions, des observations au cours de l'entretien, des questions de stratégie, voilà, vous les marquez dans le chat, je les vois au fur et à mesure. Et puis, on fait une petite pause à un moment de l'entretien et on réfléchit sur la suite de l'entretien, comment on peut le conduire. Peut-être qu'il y aura une technique à mettre en place. J'utiliserai peut-être des SBA, peut-être Mosaïque, peut-être de la thérapie des états du moi, ou voilà, ou d'autres outils. On va voir ce qui va se présenter dans ce travail avec Jackie. Voilà, Jackie, tu veux bien peut-être nous dire quelques mots sur toi, comme ça nos collègues savent qui tu es. Ok. Alors, moi, je suis psychologue clinicienne depuis une trentaine d'années et je me suis spécialisée plutôt dans les enfants. Je travaille dans l'éducation nationale pour un temps et un temps libéral. Et je travaille avec toi, Guillaume, depuis environ 3-4 ans. Ok, super. Jackie, on démarre, ça te va? Très bien. Allez, c'est parti. Jackie, alors merci tout d'abord d'accepter ce travail-là. Tu es bien installé, Jackie? Oui. Là, tu es dans ton espace, tu es chez toi, confort. Oui. Jackie, si à un moment il y avait des soucis d'Internet, si à un moment ça devait couper, tu as mes coordonnées. Donc, ça veut dire qu'à un moment de l'entretien, imaginons, on travaille sur un état émotionnel et puis il y avait une coupure non prévue, que voilà, qu'on puisse échanger, que tu saches que je suis là et qu'on peut continuer à partager. L'idée, je conduis l'entretien solutionniste expérientiel. Je vais te proposer peut-être certaines questions, certaines interrogations. Alors, tu en connais certaines et voilà, peut-être des questions qui sont étonnantes, surprenantes, bizarres. L'idée étant de vraiment comprendre pour moi ce qui compte pour toi par rapport à ce sujet et ce que tu attends. Donc, tu dirais que en ayant accepté cet entretien, qu'est-ce qui t'amène, tu dirais? Excusez-moi, 5 minutes, on comprend très mal Jackie. Il y a une résonance quand elle parle. Ok. Donc, on n'entend pas tout, en fait. Ok. Moi, j'entends bien. Il faut peut-être baisser on le vous son. entend très bien, mais Oui, Jackie, quand elle parle, il y a… J'ai compris, Ingrid. Merci. Jackie, ton son, c'est le son de ton ordi qui est là? Oui, c'est ça. Et parce qu'il est il est plus bas, donc moi j'ai monté mon son. Est-ce que en bas de ton écran, en bas de ton ordi, tu as le son? Est-ce que tu peux augmenter le son ou est-ce qu'il est déjà au complet? Non, il n'est pas au complet. Est-ce que là, ça va mieux? C'est comme s'il était un peu filtré, une voix un peu grave. Et si tu as des oreillettes? Non. Tu n'as pas d'oreillettes. Ok. Non, je n'ai pas d'oreillettes. Alors, il faut que vous montiez votre son. Moi, j'entends bien Jackie. Il n'y a pas d'autre possibilité. Là, il est au maximum, ton son? 90. Mais à 100. Okay. Mais à 100%. Et le micro, là, sur Meet, tu sais, en bas à gauche, tu as un micro. Oui. Et il est sur tu sais sur quel paramètre il est? Ok, il y a 3 petits points à côté du bouton rouge pour couper l'appel. Il y a 3 petits points verticaux. Oui. Okay. Tu cliques sur ces 3 petits points et puis tu as quelque chose qui s'appelle paramètres en bas, comme une petite fleur avec un point. Okay. Tu ouvres paramètres et sur ta gauche, tu auras en dessous paramètres audio et tu as micro et haut-parleur. C'est ça. Et micro, il est dans quoi? Micro, il est microphone de ma caméra, parce que j'ai une caméra extérieure, parce que la mienne est cassée. Ok, et tu as d'autres possibilités? J'ai Live Caméra ou Connect Smart Audio HD. Essaye les autres pour voir. Est-ce que là, ça change quelque chose? Je pense que ça va changer pour les gens. Ouais, c'est mieux comme ça. Ah, c'est parfait. Ah, super. Voilà, c'est plus super comme ça. Parfait. Très bien. Voilà. Super. Allez, c'est super. Merci. Donc,
Avec plaisir, Ingrid. C'est Allez, vrai. c'est parti. Donc, je te disais, Jackie, je te pose un ensemble de questions au fur et à mesure de l'entretien, peut-être des questions particulières, mais ce qui compte pour moi, c'est vraiment de comprendre quel est l'enjeu de ta question, c'est-à-dire qu'est-ce que tu souhaites vraiment, qu'est-ce que tu souhaites voir se transformer et qu'on puisse l'explorer au cours de l'entretien. C'est d'accord? Ok. Donc, tu dirais que ce qui t'amène, Jackie, c'est… Alors, j'ai une question qui peut paraître anodine, mais qui m'embête au quotidien. Oui, C'est que j'ai peur de m'ennuyer tout le temps. J'ai peur de l'ennui. ok. Et quand C'est-à-dire tu que j'ai dis… peur. Ouais. Ok, quand tu dis j'ai peur de l'ennui, c'est-à-dire peur de l'ennui tout le temps, donc tu Oui, dis, ouais, c'est ça, tout le temps. d'accord, Et je rajouterais même que c'est une peur viscérale parce qu'en réfléchissant à la question, ce mot m'est venu et ça provoque des symptômes parfois oh, physiques. Oui. et cette peur viscérale, parce que symptômes physiques, quels sont les symptômes physiques euh, que tu connais déjà? Ben, comme ça renvoie à un bouillonnement intérieur qui est toujours très intense, toujours que je sois Oui, en mouvement, en activité, que je fasse quelque chose, j'ai souvent des crispations au niveau de l'estomac, quoi. Je suis très nouée. Et parfois, ça peut aller jusqu'à des douleurs. crispation au niveau de l'estomac, des douleurs, c'est comme ça se présente. Alors, ça, c'est le stade ultime. Auparavant, c'est un bouillonnement, c'est presque une impatience dans tout le corps, Ok. une envie d'activité quasi permanente, quoi. Sauf quand je travaille, puisque pendant mes entretiens, comme je suis complètement focalisée sur mes patients, et bon, comme j'ai pas mal d'enfants, c'est vrai que je joue beaucoup, donc je suis en activité. Je pense aussi que si j'étais une thérapeute classique à rester dans mon fauteuil, je n'y arriverais pas, par exemple. Ok, ça veut dire quand tu bouges, quand tu déplaces ton corps, c'est ça? Quand je déplace mon corps, quand Quand je tu suis en… bouges, quand tu joues. Oui, là, il y a pas de problème. Je suis centrée avec moi-même et il n'y a pas de problème. Quand je fais quelque chose, il n'y a pas de problème. Et tu dirais que les problèmes sont à quel moment? Les problèmes sont quand ça devient trop calme, trop tranquille, quand j'ai pas l'impression de me nourrir intellectuellement ou sensitivement. Enfin, que je sens une impatience monter et je peux être très réactive, très nerveuse. Et quand tu dis trop calme, trop tranquille, tu as des exemples de moments de vie où c'est trop calme, trop tranquille. Est-ce que tu as un Euh, exemple récent? euh, oui, oui, enfin, c'est souvent quand je n'ai rien à faire, je panique. Il faut que je fasse quelque chose. C'est-à-dire, euh, c'est souvent dans les moments je sais pas, par exemple le dimanche, s'il n'y a pas la famille, les enfants, s'il n'y a pas mon ami, bon, je sais pas, et qu'il y a du temps qui s'écoule, enfin s'organise devant moi, il faut que je me dise, alors je vais faire ça, ça, la to-do list, quoi. Il faut que je fasse ça, ça, ça. Ok. Et Donc je là, prends, quand tu dis alors je vais faire ça, ça ça c'est va ok. mieux. Voilà, ça va mieux. Là, ça va mieux. Oui. Ok. Donc, si on reprend et si j'entends bien, dis-moi, c'est que ce qui t'amène à consulter, c'est cette peur viscérale, que tu appelles une peur viscérale. Donc, c'est à la fois en termes émotionnels et corporels, ça se manifeste. Et tu le vois au niveau corporel avec de la crispation, ça peut aller à l'extrême avec de la crispation au niveau de l'estomac. Et quand est-ce que ça se présente? Dans quelles circonstances? C'est des moments où euh, le temps s'écoule, il n'y a pas quelque chose à faire
Et là, tu peux partir dans ta tête avec alors il faut que je fasse quelque chose, alors je dois faire ça, et puis ça, et puis ça, et puis ça. Mais quand c'est trop tranquille, comme tu l'appelles, ou trop calme, c'est là que cette peur vient te rendre visite. Oui, Ok, ok. C'est comme ça qu'elle s'y prend, c'est-à-dire que les moments où elle vient te rencontrer, cette amie particulière, c'est lors de moments où c'est calme. Parce que quand tu es très occupé, et ça, c'est ce qui est très intéressant et respectueux de sa part, c'est que quand tu es très occupé, tu es dans ton boulot, très investi corporellement, mentalement, dans ton travail avec les enfants, là, il te rend pas visite. Ok, oui, donc on pourrait dire que cette peur a un véritable respect de ton activité professionnelle et se manifeste dans des moments où tu es seul et que tu n'es pas accaparé. c'est ça. Ah, ok. Oh, ça peut être aussi, même quand je suis pas seule, hein, parce que c'est un de mes problèmes, c'est que euh, je- quelquefois je passe à côté de moments importants avec des personnes parce que je trouve que c'est pas assez rapide, pas assez nourri, pas assez intéressant, donc je passe à côté de rencontres parfois. Ah, ça veut dire que tu peux ne pas être seul, tu peux être dans une activité avec d'autres personnes ou relationnelle, amicale ou peut-être professionnelle, et il n'y a pas cette nourriture, et quand cette nourriture n'est pas là, à ce moment-là, il y a ce vécu de trop calme, trop tranquille, et puis la panique arrive, la peur se manifeste. C'est ça, Ah, ok, donc c'est pas nécessairement dans les moments où elle respecte les moments d'activité, elle respecte les moments d'activité, mais on entend aussi qu'elle se manifeste quand elle sait que tu t'ennuies. c'est ça. Ok, on pourrait dire que c'est presque un alibi à pouvoir te faire vivre que ce qui est utile et bon pour toi. Oui, tout à fait. Et ça, c'est cette amie qui te veut du bien. euh, Tu la connais depuis longtemps. Oui. Je la connais depuis longtemps et puis je l'ai travaillée depuis longtemps puisque j'ai fait une psychanalyse, j'ai fait différentes thérapies corporelles et Gestalt. Enfin, donc je l'ai abordée par rapport à mon histoire personnelle, je l'ai abordée par rapport à comment je ne suis pas disponible à l'instant présent. Enfin, je fais du yoga, donc j'ai essayé de l'aborder par différents endroits et je crois au plus j'affine ma manière de l'appréhender, au plus elle est sournoise. Ah, ok, ok. Ça veut dire au plus elle manifeste son souhait de rester là et de vivre toujours un peu voilé, inaccessible, à la possibilité qui serait que tu la mettes dehors. Mhm. Ok. Intéressant. Et donc tu as mis en travail cela depuis un moment et tu as interrogé sa présence. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est euh, cette peur viscérale. En quoi c'est un problème pour toi? Eh ben parce que je sens à l'intérieur de moi que j'arrive pas à me détendre vraiment. Comme je disais tout à l'heure, je sens parfois que je passe à côté de rencontres ou de personnes parce que je suis trop impatiente. Mais je crois que c'est vraiment euh, le côté où j'arrive pas à me poser, à me détendre profondément. Il y a qu'un moment où je peux vraiment me détendre, c'est l'été, les vacances, le soleil, la mer. Et là, je peux passer 2 heures, 3 heures à me faire du bien, à rien faire ou à bouquiner sans aucun problème. Ok. Et ça, jamais la peur viscérale se manifeste. Non, parce que c'est comme quand je me balade dans la nature, comme je suis nourrie, quand je suis au bord de la mer, je suis dans les calanques, il y a un beau paysage, il y a la mer, il y a le soleil, donc il y a quelque chose où je suis nourrie et du coup là c'est ok. Quand je vais me balader dans la nature, c'est ok. Et Hmm. ça veut dire Et, et, et en quoi c'est un problème pour toi de ne pas arriver à te détendre?
Ah, parce que je me sens crispée à l'intérieur et quand je suis crispée, j'ai mal après. J'ai des douleurs et puis je n'arrive pas à sentir, comme par exemple quand je fais de la méditation ou du yoga, où j'arrive à sentir que je suis détendue de l'intérieur. Dans mon quotidien, je n'y arrive pas. Ok. Quand On il y a pourrait le... dire que extérieurement, tout peut être tranquille, mais c'est comme si je disais que j'étais une personne stressée, quoi, en fait. Je suis tout le temps stressée. Ok. Et en quoi c'est un problème de pas arriver à se détendre, être crispé, être tout le temps stressé? Ben, il y a un inconfort moral, il y a un inconfort physique. Euh, il y a être tout le temps, se sentir tout le temps sur la brèche, quoi, quelque part, être tout le temps en... Cette question, elle est lancinante, mais qu'est-ce que je vais faire après? Ok. Et quand tu dis un inconfort moral et physique, l'inconfort moral, c'est quoi? Ça veut dire quoi? C'est être tout le temps sur le qui-vive, être euh, me demander tout le temps, enfin souvent en tout cas régulièrement, qu'est-ce que je vais faire après? Et qu'est-ce qui va se passer après? Et c'est fatigant, quoi, c'est usant. Ah, ok. Et quand tu dis un inconfort physique, c'est C'est ces crispations, voilà, qui se crispation, hein, c'est les douleurs dont tu parlais à l'estomac. Et en quoi c'est un problème pour toi d'avoir cet inconfort moral? Toujours sur le qui-vive, qu'est-ce que je vais faire après? Qu'est-ce que je vais faire après? Et sur le qui-vive, cet inconfort moral, en quoi c'est un problème pour toi? Parce que j'ai l'impression de pas goûter le sens de la vie, le nectar de la vie, en étant tout le temps après ou à la recherche de sensations, de choses à faire. Il y a quelque chose où je goûte pas pleinement. Parce que il y a des moments où j'y arrive, où je sais comment c'est heureux d'être en paix. Et en quoi c'est un problème pour toi de pas goûter le sens de la vie? Hmm. Euh, Ben parce qu'il y a cette intranquillité qui est usante, il y a cette non-disponibilité à l'autre, au moment, à quelque chose qui pourrait survenir. Je suis souvent pas disponible, sauf, je l'espère en tout cas, dans mon travail, où là, je peux tout lâcher et je suis avec l'autre complètement. Et en quoi c'est un problème pour toi qui est cette non-disponibilité à l'autre, cette non-disponibilité à- au moment présent? Euh, enfin, au-delà de tout ce que j'ai dit, parce que c'est un petit peu la recherche dans ma vie. C'est un petit peu ce que je cherche dans ma vie, de vivre dans l'instant présent, d'être disponible à ce qui peut advenir. Et en quoi c'est, puisque c'est ce que tu recherches dans ta vie, c'est un problème pour toi de pas avoir ce que tu recherches dans ta vie? Mmh. Mmh. En tout cas, la question du sens, rechercher de manière concrète, non, c'est pas la question, c'est la question du sens. Ça, c'est un problème pour moi. Si Ah si, dis-moi, explique-moi ce que ça veut dire. que ma vie n'ait pas de direction ou de sens, c'est un grand problème pour moi. Donc en quoi c'est un problème? C'est la question du sens de la vie. Mmh. C'est ça qui est important. Oui. Mais je voulais savoir, est-ce que tu sais, Jackie, que Samuel Ferdinand disait que pour goûter réellement au bonheur, il faut avoir souffert? Oui, bien sûr. Et peut-être alors c'est presque intéressant de pouvoir vivre cette expérience de intérieur
de cette crispation, comme pour pouvoir vraiment mesurer le bonheur. Mhm. Et c'est OK ça pour toi? Ah non. Je, je veux dire, alors là, je vais venir sur la petite souffrance physique, mais qui est des fois très, très prenante. Mais je n'ai pas OK. envie de souffrir physiquement. Est-ce que souffrir physiquement serait un peu comme quoi? Bah, d'abord, ça fait mal. Ça fait mal, ça occupe tout le champ de l'esprit, de la conscience. Quand il y a mal, enfin, quand j'ai mal dans mon corps, je peux plus penser à autre chose. J'ai mal, il y a la douleur. C'est pas agréable du tout, c'est pas confort du tout. OK. Et j'aimerais savoir, Jackie, qu'est-ce que tu as déjà essayé par rapport à être là, s'occuper de cette peur, mais c'est aussi être là autrement dans ce moment où il n'y a rien, où c'est trop calme, trop tranquille. Qu'est-ce que tu as déjà essayé? Alors déjà, j'ai essayé de comprendre par la psychanalyse ce qui se cachait derrière cette peur. OK. Pourquoi il y avait eu parce que je la connais depuis très longtemps. Elle est là depuis très, très longtemps. Tu dirais depuis Donc, quel âge? Quel âge il y avait quand elle a commencé à tester? je pense que quand j'étais petite fille, je l'acceptais. Et puis vers 12-13 ans, avec l'adolescence, etc., là, le bouillonnement et cette boulimie de faire les choses est arrivée. Vers Mais 6 je me ans, rappelle que ouais, la boulimie des choses arrive. non, vers 12-13 ans. Ah, vers 12, 13 ans, j'ai compris 6, 7 ans. Vers 12 Ouais. ans, Mais la j'ai des boulimie des souvenirs où choses arrive. ouais, quand j'avais 5-6 ans déjà, je regardais les choses et les gens, parce que j'étais dans un milieu où c'était très immobile. Et je disais, mais c'est pas ça la vie. Il faut que ça bouge. Mais j'étais petite, donc je suivais les gens avec qui j'étais. Et après, j'ai plus voulu suivre du tout et j'ai tout envoyé bouler. C'est un peu comme si ça valait la peine de toujours plus de plaisir, toujours le plaisir, et qu'à un moment, pas toujours il n'est là. Ok, tu relis l'activité au plaisir. Hmm. Parce C'est que ça, OK ça? euh, ouais, peut-être. C'est nouveau, donc je suis déstabilisée. Euh, Et peut-être cette activité. promesse que tu pourrais te faire, c'est Pierre-Claude Victor qui dit, on s'est toujours promis plus de plaisir que l'on en goûte. J'ai pas bien entendu, ça a coupé. On s'est toujours promis plus. De plaisir que l'on en goûte. Ok. Jamais Ouais, suffisamment assez. ouais. OK. Alors, j'aimerais te demander aussi, quel serait l'inconvénient que tu puisses vivre de façon OK, c'est trop calme, trop tranquille, c'est-à-dire quel serait l'inconvénient que cette peur, que la peur viscérale ne soit plus là? Je dirais que au moins, c'est un aiguillon pour aller de l'avant. Ça O- m'évite de m'endormir sur mes lauriers, de ronronner.
dans ma vie. Ok, c'est-à-dire que s'il n'y avait plus cette peur-là, tu pourrais t'endormir. Ah ouais, je pense, ouais. Enfin, ça vient C'est dans au l'instinct. moins, c'est au Ouais. moins l'idée que Oui, tu crois. ouais, c'est la croyance que j'ai que en ayant peur de cet ennui, donc qui se transforme en peur viscérale, et ben du coup, je fais toujours plein de choses et je suis ravie de ce que je fais, mais je suis un peu fatiguée quand même de fonctionner comme ça. Donc le risque ce serait plus rien faire. Ouais. Ah oui, le risque, c'est presque la mort, la petite mort, une petite mort. Ok, ben au moins c'est dit. Parce que je, si tu n'aimes pas Baudelaire, ça te plaît J'ai Baudelaire? pas entendu. J'ai pas entendu, Je ça a serais coupé. surpris, je serais surpris que tu n'aimes pas Charles Baudelaire. Tu aimes? Ben oui, Tu, tu connais l'invitation au voyage? oui, bien sûr. Et dans l'invitation au voyage, j'ai pensé à toi. Il dit, mon enfant, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas, vivre ensemble, aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. Et plus loin, là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté. Cette phrase, ça parle pour C'est toi? pile poil. Ah, c'est pile poil. C'est quoi qui te parle en particulier là-dedans? Ah ben tous les mots, hein, tous les mots. J'ai retenu volupté. Euh, longueur, cette idée un petit peu d'un comme un paradis, une vie paradisiaque, un endroit où tout est possible, tout est permis, et peut-être que ce serait là que je pourrais me poser, mais cette idée d'absolu quelque part. C'est le paradis. Et chez Baudelaire, il y a le paradis, mais on a toujours le paradis, c'est l'idéal. Et il y a toujours spleen et idéal chez Baudelaire. Tout à fait. On n'a Mais, pas l'un sans l'autre, mais spleen, c'est OK pour moi. mais pas Les, l'ennui. voilà, les coups durs de la vie, le spleen, les difficultés, c'est OK pour moi. Ok, parce que quelle est la différence entre spleen et ennui? Ben, justement, spleen, c'est quand, par exemple, enfin, moi, pour moi, je le relie à tu es déçu d'une relation avec quelqu'un, ou tu es déçu parce que tu as fait quelque chose et tu n'as pas donné le meilleur de toi-même. Donc, ça veut dire que le spleen, pour moi, ça pourrait euh, plus déboucher sur l'envie de parfaire ce que j'ai à faire. Ok, est-ce que spleen, c'est une proposition, hein, ça peut être non. Est-ce que spleen serait associé plus à l'émotion tristesse? Euh, plutôt la déception, ouais, la déception amène la tristesse, plutôt de la déception, Déception. Et ouais, si on prend par contre l'ennui, ce serait quoi? la mort. Voilà, c'est ça. Ok, super. Au moins c'est posé, et c'est dit. Aimer à loisir, aimer et mourir au pays qui te ressemble. D'accord? Ok. Alors, on a cette thématique. Quel serait l'avantage que tu puisses continuer d'avoir cette peur viscérale? C'est ce que je disais, de ne pas m'endormir sur mes lauriers, de Ok, toujours c'est vouloir. cette même chose, c'est de toujours faire, Oui, de pas s'endormir sur les lauriers. oui. De rechercher toujours ce moment j'allais dire presque de grâce, où où je me sens pleinement remplie de ce que j'ai fait, de l'endroit où je suis. Ce, cette, cette abondance boulimique. Mm, mm. Heureusement que tu n'es pas Winnie Cotienne, hein, parce que
intéressé par Winnicott et ses copains, on pourrait presque imaginer un sein sans fin qui allait, hein, comme une fontaine qui nourrit sans jamais s'éteindre. Une abondance jamais qui ne cesse. Ouais. Mais je suis pas winnicottienne. Alors ça va, sinon ça ferait rêver quand même. Ok, on sait que tu peux toucher l'expérience souhaitée de détente grâce au yoga. On sait que tu peux toucher ces expériences dans la nature. On sait que tu peux toucher des moments d'expérience comme celle-ci quand tu travailles et que tu es saisi par ton travail avec les enfants que tu accompagnes. Oui. Ok, super. On a fait un premier tour, Jackie. Peut-être faisons une petite pause. Il y a quelques questions de collègues qui nous disent un conseil. Camille, elle dit un conseil de lecture, l'intranquillité. C'est un bel ouvrage. La question de Jean-Marc qui, à mon avis, cherche les ressources. Il dit, est-ce que tu es disponible dans ton couple? Est-ce que, par exemple, mais ça pourrait être le couple avec tes enfants, avec dans d'autres situations, est-ce qu'il y a des endroits comme ça où ça fait des endroits ressources? Oui, oui, tout à fait, oui, oui, bien sûr. Bien Ok. sûr. Là, c'est un moment aussi où il y a de la ressource. Et puis, alors après, je sais pas pourquoi, mais il y avait émotion, je te lis comme ça, hein, émotion de l'estomac, impatience, lieu de la famille, qu'en est-il? Tu es de quelle année? Ennui? Donc là, c'est peut-être quelqu'un, Jean-Marc peut-être s'intéresse à la médecine chinoise, peut-être au décodage biologique. Donc, tu vois, peut-être il fait des liens. Et puis il y a Natacha qui dit, et comment tu te sens maintenant, à l'instant? Très intéressée, donc très vivante. Très J'aime bien. intéressée, Ah donc bah très oui. vivant. Ok. Bon, si euh, et là, il y a une autre question, puis après on va faire la synthèse. Il y a une autre question. C'est quoi pour toi de ne rien faire? Ne rien faire, ce serait quoi? Quand tu dis trop calme, trop tranquille, rien faire, rien à faire. C'était rien à faire. Il y a rien à faire. Il n'y a rien à faire, oui. C'était l'exemple que je citais quand je vais dans la nature ou, enfin, si on peut dire ne rien faire, c'est-à-dire être dans la nature, être sur un rocher au soleil, plonger, nager, enfin, le corps est en mouvement. Enfin, rien faire, c'est là où je peux me détendre dans ma tête, dans la nature ou face à la mer ou face à un tableau. Enfin, ne rien faire, c'est quand même être nourri quelque part. Mais je ne sais pas si j'ai vraiment de moments dans ma vie où je fais rien. Ok, ce rien faire, c'est un corps qui bouge. Se rien Quand il y a faire, rien, quand il n'y a rien, c'est même des quand il y a sensations rien à comme faire, le corps continue de bouger. Même quand il y a rien à faire, le corps continue de bouger quand ça va bien. Quand alors, c'est ok, le corps il bouge. pas forcément bouger, c'est au moins des sensations fortes. Ok, ok. Il y a du corps vivant. Oui, Quand il y a du corps vivant, il n'y a pas l'ennui. non, L'ennui, il y a le corps mort. il n'y a pas de sensation. Il y a, ouais, il y a une discussion plate, des échanges banals, ou alors qu'est-ce qu'on va faire, quoi. Enfin, Ça, le qu'est-ce qu'on va faire? Ok, on va revenir à qu'est-ce qu'on va faire. Alors, juste pour faire synthèse avec avec ce qu'on évoquait là. Euh, Moi, ce que je perçois, hein, donc on a chez notre collègue, elle vient, sa demande, elle est centrée sur son point d'attache est centré sur les états émotionnels, avec la question de cette peur viscérale, donc elle relie au corps. On sait quelque chose d'important, c'est que
Il y a de nombreuses exceptions. Donc ça, c'est intéressant, la situation. Quand elle travaille, quand il y a le yoga, dans des moments de partage avec le couple, quand il y a quelque chose qui nourrit, qui active, où le corps, dans le mouvement ou dans la sensation, lui donne un feedback de vivant. De sa bouche, c'est actif, il y a de la réactivité, de la mobilité du corps. Quand le corps est immobile, c'est le corps mort. Et donc, s'il y a corps mort, à ce moment-là, il y a vraiment de l'inconfort. Donc, il va y avoir dans les processus, au moment de la sensation corps mort, plat, banal, une recherche, une tentative de solution par la pensée. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Bouge, de comprendre ce qu'il y a, de réaccaparer l'expérience corporelle ou de la nourrir par la pensée. Et s'il n'y a pas ça, se pose la question de pas dans le moment, pas dans le corps, pas dans le lien avec les autres. Et là, ça vient toucher une question centrale qui est la recherche, ce qui est sa recherche dans la vie, c'est-à-dire la recherche de sens. Donc, si on fait comment on pourrait dire, une synthèse avec ce que Jackie nous amène, le thème principal qu'elle amène, si je synthétise pour réfléchir au cas clinique, le thème principal qu'elle amène, c'est le thème on pourrait dire, des sensations corporelles, les thématiques, les sensations corporelles, la place les émotions et la question de la mort et la question du sens de la vie. Donc, il y a une véritable question existentielle. Donc, ça, c'est intéressant pour nous parce que ça va nous ouvrir des pistes. Sa plainte, son expression de mécontentement est centrée sur ce qu'elle vit dans le corps, dans son corps, dans ses émotions, dans son cœur, dans son corps, au moment où elle fait l'expérience de rien à faire. C'est-à-dire où il y a inintéressant, inactif, il n'y a pas cette stimulation-là. Et son objectif, son souhait serait de vivre cela différemment. Mais on va pouvoir lui faire préciser son objectif. Quel est l'inconvénient à ne plus avoir la peur, c'est-à-dire, ça répond à la question de l'écologie, c'est-à-dire les obstacles qu'on va rencontrer, nous, dans le travail, si on l'amène vers son objectif, l'atteinte de son objectif, ce serait, à ce moment-là, je pourrais m'endormir sur mes lauriers, dormir sur mes lauriers. Donc, si elle obtient ça, c'est qu'elle a la croyance qu'elle pourrait dormir sur ses lauriers. Donc, c'est une croyance limitante qui vient la freiner. C'est aussi, si c'est trop calme, égal, c'est mort, c'est aussi une croyance. Donc là, on a les croyances limitantes. On a plein de ressources, donc plein de moments où ça a marché. On a la thématique de la mort. On a son processus, qui est très intéressant, c'est-à-dire quand extérieur, plat, morne, peu stimulant, peu actif, à ce moment-là, ça fait une expérience dans le corps, donc sensation, ça fait une expérience dans le corps qui est une sensation inconfortable. Cette sensation inconfortable est mise en traitement par la pensée avec attention, il se passe rien, il n'y a plus rien, je suis pas dispo, la mort va arriver, c'est comme la mort, et ça devient lancinant. C'est lancinant, la question est lancinante, 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 avec, et ça c'est vraiment pas aidant, ce sont les pensées qui s'emballent avec que vais-je faire après, que vais-je faire après, que vais-je faire après. Voilà, donc il y a cette insistance, et maintenant, que vais-je faire, qui s'active fort, et là il y a la peur. La peur arrive et peut-être parce qu'il y a d'autres pensées, mais si j'arrivais rien à faire et donc je vais vivre la mort et donc la peur arrive et donc on a la réponse viscérale, corporelle avec le système nerveux autonome et on a la tentative de crispation. Donc on passe dans
l'orthosympathique. Donc, il y avait la crispation. Et après, si elle était trop crispée, il pourrait y avoir l'effondrement et l'épuisement. Sauf si elle trouve des sorties, parce qu'elle doit trouver des sorties, c'est ce qu'elle nous dit. C'est tentative de résolution de la situation, c'est elle pourrait s'activer, elle sort, elle va rencontrer quelqu'un, elle va bouger, elle va se mettre à faire de la cuisine, elle va poser des questions, elle va se lever, elle va voilà faire des choses comme ça. Le besoin central est cette nourriture, qui est une nourriture intellectuelle, et on peut que la connaître vu son parcours, la richesse de sa nourriture intellectuelle, mais aussi une nourriture dans les interactions, dans les liens, dans les sensations, dans goûter. Il y a quelque chose de très épicurien aussi, et pas quelque chose de mou et passif, mais un épicurien qui goûte, qui déguste, qui aime la bonne viande. Ouais, bon, pour une végétarienne, peut-être pas, mais le bon vin, le bon aliment, quelque chose comme ça, les grands épices, les grandes rencontres, les grands. OK. Donc, c'est intéressant parce que ça nous donnerait presque des hypothèses aussi au niveau psychopatho. Et quand je dis des hypothèses au niveau psychopatho, ça ferait penser à des mécanismes de fonctionnement qu'on retrouve dans certaines pathologies. Je suis pas en train de dire il y a pathologie, mais ce seraient des modes de fonctionnement. Donc, on pourrait presque imaginer qu'elle aurait la compétence histrionique, c'est-à-dire la capacité, quand ça devient trop lent, ralenti, mortifère, de pouvoir s'agiter, bouger, euh, se mobiliser corporellement, mobiliser l'autre dans la séduction, dans l'intérêt, dans l'interpellation, dans le corps qui bouge, qui parle, qui danse, comme une stratégie de protection face à l'ennui et l'enfermement. Et puis, on pourrait entendre aussi comme une quête lancinante qui serait plus sur un versant addict, qui serait avec tant qu'il y a la nourriture et la stimulation et ce qui vient de l'externe me nourrit, tant qu'il y a ça, alors je sens le vivant. Si tout d'un coup cet externe s'arrête, pouf, ça ferait tomber. Donc il pourrait y avoir une quête pour cet endroit-là. Et là, c'est intéressant dans le profil de notre collègue, c'est que on voit bien comment si on passe par le processus, on voit, si j'analyse avec le processus, on voit bien comment Jackie, parce qu'elle fonctionne bien et qu'il y a eu tout ce travail analytique, de thérapie corporelle et tout ça, on est chacun d'entre nous, même si on a fait un long travail personnel, toujours avec des endroits où on a des spécificités de fonctionnement qui font que notre vie, elle va, mais qu'il y a des endroits peut-être où ça achoppe, et c'est ça toute la beauté de ce qu'elle nous amène aujourd'hui. L'endroit de vulnérabilité, son lieu de vulnérabilité, c'est le lieu où la peur se présente. Donc, cet indicateur, comme ce signal d'alarme, qui nous dit que quand il y a immobilité, plat, ennui, mort, hop, le système s'agitait. Là, il a deux voies. Il aurait la voie de l'extériorisation, de la monstration, du spectaculaire et de l'excès, ou la voie de l'externe qui vient nourrir. Donc, on aurait la voie hystérique ou la voie addict qui pourrait venir nourrir. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous dit pas que notre client est hystérique ou est addict, mais que c'est des stratégies qu'il utilise dans des champs différents, pour moi, donc de l'addiction ou de la névrose. Il utilise des stratégies différentes pour venir rendre vivable sa vie et pour répondre à une question fondamentale, c'est-à-dire quel est le sens de la vie. C'est ça la question centrale. Là, il y a une question existentielle et qui pourrait être poussée de si ça s'immobilise et c'est la mort, si c'est la mort, c'est plus la vie, il n'y a plus de sens. Mais peut-être que la mort est l'ouverture de la suite de la vie et il y a du sens aussi. Hein. Est-ce qu'il y a des choses qui te parlent là-dedans, Jackie, qui font lien pour toi? Oui, oui, pratiquement tout fait lien.
Je retiens ce que tu viens de dire en dernier, c'est-à-dire que effectivement, mourir à quelque chose, ça veut dire aussi s'ouvrir, naître à autre chose, qu'il faut mourir d'un état pour aller vers un autre état. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on a presque encore une métaphore là. Mourir à un état pour naître à un autre. Et tout à l'heure, dans tes propositions, il y avait aussi le fait que quand il y a de l'inconfort moral ou de l'inconfort physique, tu as indiqué que c'était comme une brèche, et peut-être une brèche pour explorer un être à autre chose. Peut-être. Oui. Peut-être, je le note. OK. Avec le point qu'on a fait là, peut-être juste quelques instants, Jackie, quel serait, imaginons dans une dizaine de minutes, on arrête ce travail et à l'issue de ça, tu dis, waouh, déjà, il y a quelque chose qui a changé de façon significative grâce au cours de cette séance. Et je sens que par rapport à cette peur viscérale, quelque chose s'est transformé. Tu dirais, quoi t'indiquerait que quelque chose s'est transformé? Tout simplement, je ne bats plus la chamade avec mes pieds. Il y a quelque chose qui s'est posé. Depuis le début de l'entretien, je tremblais des jambes, enfin, je bougeais mes jambes tout le temps comme ça. Et petit à petit, quand le travail s'est amorcé, j'ai senti que je me posais. C'est-à-dire que ça passe par le corps. Je sens que je me pose corporellement et qu'il y a quelque chose d'une douceur qui peut arriver. Ok, tu l'as déjà senti là pendant la séance? Oui. Là, Là, tu es en train de dire les pieds ils se sont calmés, les pieds ils ont ouais. donc il y a eu du changement, tu indiques là au cours de la séance. Je sens que mon corps se pose. Donc, si mon corps se pose, c'est que dans ma tête, ça commence à faire plus doux. Et tu dirais que quoi a permis que le corps se pose? Parce que quoi s'est passé pendant la séance? Le fait que tu transformes ce que j'ai dit, ce que j'ai exprimé, comme une négativité, une contrainte, comme le fait que tu le transformes, enfin déjà que tu l'accueilles et que tu le transformes vers quelque chose qui peut s'ouvrir, qui peut se transformer. C'est-à-dire que c'est plus du négatif, c'est aller vers quelque chose d'autre. C'est pas que quelque chose qui m'enferme. J'ai senti petit à petit que ça pouvait s'ouvrir en moi. Ok. Et donc c'est au niveau du corps que ce sera un indicateur et tu l'as déjà eu. Et là, peut-être fixons quel pourrait être le deuxième élément qui t'indiquerait que ça y est, il y a un changement maintenant, peut-être qui peut être emmené vers l'extérieur et que tu vas pouvoir emmener vers l'extérieur et ce serait quoi à la fin de séance qui te permettrait de dire ah ben ça, maintenant je vais pouvoir l'emmener avec moi et ça peut être un point d'appui pour que ce changement, cette autre façon d'appréhender le rapport avec le plat, l'immobile, la mort, maintenant est possible. Premier niveau, c'est que je pensais pas à la mort. C'est sorti là dans notre discussion. Quand j'ai réfléchi à une question, j'ai pensé à plein de choses, mais pas du tout à la mort. Et là, du coup, ça me touche parce que enfin voilà, je fais des liens personnels. Super. Donc ça, Ok. c'est important d'avoir un autre angle de compréhension de ce problème. Et puis je vais relire Baudelaire. C'est extraordinaire. Bon, l'intranquillité, ça me dit aussi, mais Baudelaire, et je me dis, tiens, je vais me poser, me le reprendre et me le relire.
Ok. Et ok, on a ça. Faisons juste encore une petite pause avec nos collègues et comme ça, on explore avec eux. Est-ce que on a tout un ensemble de matériel là, et peut-être dans le temps qui nous reste, ce serait d'explorer quelles pourraient être les pistes d'intervention que vous verriez, des axes de travail qu'on pourrait faire. Euh, alors là, dans la première séance ou peut-être un petit peu plus tard, avec avec notre cliente qui est là, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place avec elle? Quelles sont les techniques, les outils? À quoi vous pensez? Donc, là, et dans les pistes qui ont été mises là, il y avait la permission. Est-ce qu'il y a une permission à s'offrir? Alors ça peut, en hypnose, on pourrait utiliser la cérémonie de permission. Ça te parle, Jackie, la cérémonie de permission? Ok, Oui, c'est oui, un. mais Ah, la permission, ça me parle pas. ok. Donc on pourrait voir est-ce qu'il y a quelque chose à se permettre, à s'autoriser. Alors s'autoriser l'ennui, s'autoriser la mort, s'autoriser peut-être quelque chose, s'autoriser autre chose. Mais permission. Il y a une autre collègue qui a mis l'énéagramme. On pourrait chercher du côté de l'énéagramme. Est-ce qu'il y a des axes ou des. Est-ce que ça fait penser si le plaisir est si important et que la souffrance est si à éloigner, alors ça fait penser à un certain profil d'énéagramme. Il faudra aller plus loin, mais dans un des profils, vraiment la question du plaisir de vivre, du quelque chose qui est nourrissant et repousser la souffrance, voilà, Mhm. c'est une piste. Il y a un autre collègue qui dit, est-ce qu'il y a une question du deuil, le deuil de faire quelque chose qui serait là. Il y a mosaïque à partir de la sensation de douceur qui arrive. Alors, je pense au niveau des pieds, tout à l'heure, la sensation. On aurait pu travailler les SBA en rendant très présents, disponibles les circuits neuronaux de cette expérience-là, puisqu'elle est vécue en séance. Donc là, c'est très présentiel. C'est très expérientiel là dans cet instant de séance, donc ce serait très utilisationnel. Et puis Natacha, elle nous dit les états du moi. Oui, on pourrait explorer en effet les états du moi, la peur viscérale dans l'estomac. On pourrait demander à Jackie de poser sa main sur l'estomac et de et d'explorer avec elle quelle est la part d'elle qui est là, qu'est-ce qu'elle connaît de cette part qui est là et de quoi a besoin cette part, qui a peur, quel âge a cette part, qui a peur et qui se manifeste. Ça pourrait être une piste. Et puis donc on a Bertrand qui nous parle de l'art, de la poterie, de la sculpture, donc utiliser euh, des médiations avec support artistique et malaxé, etc. Ok. Il y a des choses qui te parlent en particulier? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais explorer là dans ce moment-là de séance? Mosaïque sur la douceur et les états du moi, oui, c'est Ouais. des Ok. Et puis Sandrine, elle nous dit aussi les niveaux logiques parce que au niveau des niveaux logiques, on pourrait travailler niveau logique en PNL et on travaillerait la remontée des niveaux logiques pour aller toucher le transpersonnel. Il y a vraiment, pour moi aussi, il y a vraiment une voie forte qu'on pourrait mettre en travail avec Jackie, qui serait issue des approches transpersonnelles ou de thérapie humaniste transpersonnelle avec la vision existentielle, le courant existentiel de la thérapie. Voilà. Euh, et à ce moment-là, on a des auteurs comme Frankl, on a, et je vais pas arriver à retrouver ce nom, cet écrivain là qui écrit beaucoup de choses sur la thérapie, euh, sur la psychanalyse, la thérapie, qui travaille dans le courant existentiel, c'est quelqu'un de très connu dans la grande littérature aussi. Voilà, des gens de l'existentiel nous amèneraient à travailler sur des outils, sur le sens de la vie, la mission de vie. Ah, Irving Yalom, merci Ah ben oui. Camille. Irving Yalom. Donc ça permettrait voilà d'utiliser des outils dans ce champ-là
Ok. Donc ça, ce sont des pistes. Mais puisque Jackie nous dit peut-être la piste mosaïque, on pourrait aborder au moins le travail avec les SBA sans reprendre l'ensemble de la boucle, mais on pourrait travailler là-dessus. Et, et peut-être déjà se dire que est-ce que c'est OK, Jackie, de conserver une petite part d'ennui nécessaire tant que cela est utile pour toi de vivre l'apaisement et le jeu. Parce que Miguel de Unamuno, il nous dit, et tu peux pas ne pas être OK avec ça, toi, spécialiste de la thérapie avec les enfants, qui nous dit que l'ennui, c'est le fond de la vie. C'est l'ennui qui a inventé les jeux, les distractions, les romans et l'amour. Et si l'ennui, c'était ce petit personnage en nous qui nous faisait vivre ça pour nous pousser à créer, un peu comme ces personnages chez les enfants, dans les enfants que tu reçois, qui constamment s'amusent et jouent, mais à partir du moment où l'ennui est là, alors c'est ce petit personnage qui se réveille et qui dit qu'il va proposer quelque chose. Alors, si c'est le cas, Jackie, j'aimerais que tu prennes quelques instants pour te centrer sur les sensations qui sont présentes au niveau des pieds. Les pieds sont-ils calmes, posés? Oui. Et à ce moment-là, de s'autoriser à être curieuse, d'observer quelles sont les sensations que tu perçois en toi. Et juste pendant que tu observes cela et que tu t'ennuies pas le temps de laisser ma question se déployer, quand je dis d'observer de façon curieuse les sensations qui sont là, c'est comme pour rappeler cet état du moi enfant libre, cet enfant qui aime jouer et qui a la curiosité d'aller se promener à l'intérieur de son propre corps pour savoir quoi il s'y passe d'intéressant. Toi, tu sens à quel endroit tu perçois quelque chose? Alors, tout de suite, je me suis en contact avec une grande respiration, une grande inspire. Ok, c'est inspiré où, dirais-tu? Bon, elle part, mais elle a traversé, elle est descendue dans le corps. Ok, ça c'est intéressant. Ah ouais. Alors, juste de continuer comme d'être cet inspecteur, cet observateur, cette enquêtrice du Club des Cinq qui était là et qui suit un peu où va la respiration. Comme si tu étais cette inspectrice, cette enquêtrice du Club des Cinq qui, comme sur un qui-vive curieux, reste là pour observer où la respiration va. Et tandis que tu perçois à chaque fois la respiration arriver, alors de faire le papillon, les SBA. Voilà, tu peux les faire là sur tes cuisses ou sur les épaules, ce qui est le plus confortable, c'est OK. C'est OK. Quelle est la sensation qui est là? C'est très léger. C'est très léger, sans ce léger qui est léger. Et de nouveau, papillon. C'est ça. Quelle est la sensation qui est là? C'est doux. C'est doux.
C'est doux, sens doux. Papillon. Léger, doux. C'est OK. Quelle est la sensation qui est là? C'est tranquille. C'est tranquille, tranquille. OK. Papillon encore. Sens est tranquille, papillon. C'est super. Quelle est la sensation qui est là? Ça reste léger, ça reste. OK. Tout en restant connecté avec léger, tranquille, ça reste léger. Juste de retrouver un moment en particulier de la vie où il y a eu des échanges avec quelqu'un ou peut-être un moment de la vie avec ce sentiment de rien à faire. Et tandis qu'arrive cette image, ce souvenir, juste rester connecté avec léger, c'est tranquille et papillon. Bel ancrage. Et OK. Quelle est la sensation qui est là? C'est OK, c'est doux, c'est OK. posé. Ah, OK. Et j'avais une question à te poser, Jackie. Ce tableau qui est derrière toi, pour moi en haut à droite, c'est des danseuses qui sont là? C'est un danseur et une danseuse, oui. Un danseur et une danseuse. C'est toi Mm. qui as fait ça? Non, du tout. OK. OK. C'est dans un endroit en particulier que tu avais acheté ça? Oui, c'est dans un musée d'art moderne, oui. Waouh. Waouh. À Céret, dans les Pyrénées-Orientales. Un très beau musée d'art moderne. Ah. Si tu reprends le souvenir du moment où il y a eu euh, une discussion avec quelqu'un et le sentiment un peu de pas être disponible, d'ennui, ou si tu reprends un moment où c'était plutôt très calme, trop calme, qu'est-ce qui arrive maintenant comme sensation? Ouais, j'allais dire, c'est OK, enfin, il y a pas de problème. C'est, c'est comme si c'était loin, quoi. C'est pas. Comme si c'était loin. Prenons une autre situation qui a été une situation. Est-ce que tu as une situation récente où il y a eu vraiment l'expérience de il se passe rien, il y a rien à faire. Oui, c'était une réunion de travail. Ok, réunion de travail. Reprends cette Mm. réunion de travail et sincèrement retrouve le contexte réunion de travail. Quelle est la sensation qui arrive immédiatement où dans ton corps, tu dirais? C'est quoi? Ah ben, c'est impatient, c'est mortel, quoi. C'est toutes ces gens qui parlent pour rien dire. Ok. C'est mortel. Alors, est-ce que c'est possible de retrouver maintenant léger, calme? Voilà. Prends le temps de léger, calme. Et puis quelques SBA, papillons. Fais revenir le papillon. Quelle est la sensation qui est là, dirais-tu? Moi, j'y suis pas. Je suis loin. Je suis loin. Je suis partie. Ok. Et tout en restant avec sensation, c'est loin, retrouve la réunion, le contexte réunion. Et papillon. Ok. Quelle est la sensation qui est là?
Je me sens libre. Tu te sens libre. SBA. C'est OK. Quelle est la sensation qui est là? Rire, Rire. OK. joyeux. SBA. C'est OK. Quelle est la sensation qui est là? C'est tranquille, c'est léger, il n'y a pas de problème. Tranquille, c'est léger, c'est OK. C'est OK. OK. Regardons ensemble quelques instants. Quelle pourrait être la tâche qui pourrait être proposée à Jackie, vous diriez? Maintenant qu'on a fait ce travail, on est dans un premier temps de travail avec notre client. Je conduis rapidement un entretien. Et je fais le choix de conduire rapidement un entretien, de pas trop parler longtemps, explorer, analyser, parce que c'est aussi le processus à la fois qui est ressource, mais en même temps, si c'est trop long, il va y avoir ennui. Alors que si je fais ça, je passe à des citations, c'est ce que j'ai fait, j'ouvre sur la poésie, ensuite on pratique, même si c'est pas l'ensemble de la boucle de référence, mais on pratique une technique rapidement avec ma cliente qui a besoin quand même que ce soit assez actif, dynamique. Ça permet de maintenir un travail, même si c'est pas suffisamment en profondeur. Ça permet de maintenir un travail, une rythmicité de travail qui est en faveur de, il n'y a pas rien à faire, il n'y a pas l'ennui, mais en même temps où elle peut toucher tranquille. Donc on est en train de dénouer le si c'est pas trop, s'il n'y a pas assez de pensée, d'actifs et tout ça, il va y avoir l'ennui. Ben là on voit qu'il y a quand même un certain niveau de tonicité, d'activité, mais pas trop et pas comme une défense face à l'ennui. Là on voit que ça peut être tranquille mais suffisamment actif et qu'en plus ça peut être plaisant. Et quand Sylvie elle disait c'est quoi les SBA, bah voilà, notre est un des outils qu'on va utiliser pour activer certains circuits neuronaux quand on utilise la technique mosaïque ou quand on fait le MDR. On va utiliser cette technique corporelle. Voilà, le papillon, c'est un code. Mais pourquoi je reprends papillon aussi avec Jackie? Parce que tout à l'heure, on avait la métaphore du papillon avec l'ouverture, la transformation et tout ça. Moi, j'ai attrapé l'idée du papillon. Donc, je sais le papillon parce que pour moi, ça pourrait être une métaphore pour Jackie en hypnose, une métaphore de papillon qui était au début dans son cocon et tout ça, ça bouge pas trop et tout, mais qu'il faut suffisamment cet ennui parce que pendant ce temps, je lui ai semé une citation d'un auteur qui dit que c'est parce qu'on s'ennuie suffisamment que ça permet de faire le terrain à la créativité, au jeu, au plaisir. Donc, il faudrait presque suffisamment d'ennui, un ennui suffisamment long et délicieux à déguster pour pouvoir apprécier cette extase de l'envol. C'est un peu comme ça me rappelle et la préparation du repas, la préparation est suffisamment longue pour pouvoir permettre de déguster déjà avant même de goûter, de voir les légumes qui cuisaient, de voir aussi tous le plat qui avait été fait avec des crabes, des écrevisses et tout ça. Tout ce plat-là, déjà, on dégustait tout avant d'en profiter. Et ce temps de l'ennui était un temps d'ennui délicieux. Et après, il y avait le temps de dégustation. Donc, c'est pour ça que aussi j'utilisais papillon. Quelles pourraient être les tâches auxquelles vous penseriez? Qui dit tâche? Petite, légère, centrée sur le processus, facile à faire. Là, pour Jackie, ludique, du sens dans la vie. Lydia, elle nous dit dégustation d'un plat particulier. OK.
il faudrait que le temps pris, moi j'entends que le temps qui est pris, qui pourrait sembler fastidieux, ouvre sur le délicieux après. Mais de voir qu'il y a une continuité. Donc, création artistique, oui, si Jackie, ça a du sens. Jackie, elle nous a dit dans le corps aussi, elle nous a dit le yoga. Donc, je me demande si, mais ça, c'est elle qui saurait, s'il n'y a pas une posture qui est une posture dans l'immobilité, qui peut être ensuite une posture qui s'expanse, qui s'ouvre. Un peu comme une fleur de lotus qui a toute sa beauté, mais au fur et à mesure, hop, elle ouvre et elle se déploie, mais il faut quand même un peu tenir la posture, mais je connais pas assez pas du tout, même le yoga, mais il faudrait suffisamment tenir la posture, suffisamment, pas des heures, mais la tenir suffisamment pour que ensuite elle puisse, ça permettre cette ouverture. Donc ça, Jackie, elle saurait, et en plus le yoga, c'est une zone pour elle d'excellence, donc elle le ferait, c'est facile, c'est quelque chose qui lui plaît. Il y a Stana qui nous dit la méditation dans un environnement où elle vit l'ennui. Mais ça serait douloureux. Si elle médite dans l'ennui, elle toucherait l'ennui. Je garderai cette idée peut-être de méditation, mais peut-être dans un environnement nature. En éco-psychothérapie, on peut utiliser des techniques de méditation dans un environnement naturel et parce que il y a le corps qui est mobilisé, on avance sur une route qui est peut-être pas géniale, exceptionnelle, très variée, mais par le mouvement de la marche, si elle était curieuse et qu'elle aimait l'art, je lui dirais que je ne comprends pas qu'elle n'ait pas encore un peu cherché du côté du travail de Richard Long. Et elle montre qu'elle ne connaît pas par sa réaction. Alors, je pourrais que l'inviter à aller voir les œuvres de Richard Long, qui est quelqu'un qui a travaillé un peu avec le land art. Mais il y a quelque chose d'exceptionnel parce qu'il y a l'ennui et qu'il y a la marche et qu'il y a le territoire. Il crée des paysages immenses, immenses à partir de sa marche. Donc, il crée quelque chose. Fabienne, elle dit yin yoga, observer la tortue, ça je connais pas. S'obliger à s'ennuyer 3 minutes par jour pour vérifier que ça ne fait pas mourir. Oui, c'est douloureux encore. S'obliger de s'ennuyer. Alors il faudrait presque le mettre de façon paradoxale. S'obliger ludiquement à s'ennuyer. Je vous propose de vous obliger ludiquement à vous ennuyer, que vous vous amusiez ou que vous trouviez un moyen de vous amuser à vous ennuyer. Donc ça, l'enfant, il saurait faire. L'auteur s'appelle Richard Long. Et puis, qu'est-ce que vous auriez d'autre comme piste? La marche lente, Jean-Marc propose la marche lente. Trouver l'état dont elle a fait l'expérience ce soir et le refaire en faisant le yoga ou même le refaire sans faire le yoga. Peggy, c'est presque trop en rajoutant le yoga. Mais là, l'expérience qu'elle vient de faire avec tranquille, la respiration et tout ça, on pourrait lui proposer de le faire juste à un petit instant le soir. Juste à un moment. Et moi, ce qui me vient, mais je sais pas, je connais pas Jackie de ce côté-là. Peut-être Jackie le proposerait avec autre chose. Peut-être avec un chichi fraîchi, mais je sais pas si ça marche aussi bien. Bon, moi, j'aurais envie de te proposer, mais je sais pas comment ça va parler, mais de la tâche pourrait, même si c'est pas pile sa tâche, mais moi, elle compte pour moi, cette tâche. Alors, et puis ça me permettrait de l'inviter à aller après un peu plus loin du côté du transpersonnel. Donc la première tâche que je lui proposerais, ce serait une grenade, d'acheter une grenade, le fruit, la grenade, et d'ouvrir le fruit de la grenade et d'enlever les arils l'une après l'autre et d'en avoir au moins 10 dans son bol et de les manger ensuite, puis d'en remettre 10 et de les manger ensuite, d'en remettre 10 et de les manger ensuite.
Et puis, il y aurait tout un travail à faire. Alors après, quand elle aurait fait ça, je lui dis déjà, mais je le dirai pas à mon patient là, mais je le dis pour vous. Alors après, j'ouvrirai sur, c'est quoi la symbolique de la grenade? Et je lui proposerai d'aller chercher la symbolique de la grenade, parce qu'elle apparaît à quelques endroits de la Bible, la grenade. Elle a une symbolique très, très particulière et elle est vraiment au service de la communauté et de la multitude. Elle a vraiment une fonction particulière, la grenade, parce que la grenade, sa peau est toxique, alors que son intérieur, c'est ce que les nomades utilisent pour s'abreuver, pour vivre. Mais il faut toute la patience de l'ouverture de la grenade et de extraire chaque petit grain pour pouvoir vivre. Donc, il faut en passer par ce temps-là et cet ennui, mais je le ferai pas durer, je lui dirai pas toute la grenade en entier. Et puis, comme le bouquet final ou le chemin ultime, ce serait de lui dire qu'elle aille regarder ou qu'elle achète le Shir HaShirim, ça veut dire le cantique des cantiques, et qu'elle regarde où c'est que la grenade apparaît et qu'est-ce que ça dit du couple, mais de l'amour avec le grand A. Et ça lui parlera, l'amour. Ok, est-ce qu'il y a d'autres pistes ou d'autres remarques ou d'autres questions? Peut-être Jackie, puis nos collègues avant qu'on ponctue. Ah, c'est complet. Merci. C'est extraordinaire. Ça m'ouvre des pistes extraordinaires. Ok. Béatrice, elle nous dit, il y a beaucoup de symboles dans la grenade, et puis elle disait, ça peut être dégusté en pleine conscience. Ça le sera obligatoirement, Béatrice. Le fait d'ouvrir de voir, et puis c'est beau, et puis le fait qu'elle compte 10 grains de grenade et qu'elle les déguste, elle sera obligée d'être en pleine présence. Et l'ennuyeux sera presque l'occasion, comme tout à l'heure dans la citation, c'est l'occasion de la rêverie, l'occasion de la recherche intellectuelle, l'occasion c'est l'occasion, l'ennui et l'occasion de la joie et du plaisir. Eh ben, s'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, merci à vous. À bientôt dans une quinzaine de jours. Euh, Partagez nos groupes. Il y a de nouvelles vidéos qui ont été mises en place, notamment sur l'éco-psychothérapie. Je vais mettre en place, il y a un séminaire en place au mois de juin d'éco-psychothérapie. L'idée, c'est comment on peut travailler avec l'environnement naturel, avec la nature, avec les éléments, etc., pour se mettre en travail, et donc vous pouvez le penser séminaire sur le versant du développement personnel pour vous en tant que professionnel, thérapeute, même pour des gens qui sont pas professionnels de l'accompagnement, on pourrait le vivre, mais aussi c'est des occasions pour nous de réfléchir à comment on peut utiliser tout ce qui nous environne pour pouvoir accompagner nos clients. Jackie, merci pour ce beau partage. Là. Oh, c'est à moi de te dire merci. C'était magnifique. J'ai fait un Oui, beau voyage. ouais, mais c'était un beau voyage. C'est une invitation. Alors ça y est, on est parti. L'invitation au voyage. Ouais. Merci Guillaume et merci à tous pour cet enrichissement aussi solidaire et partagé. Oui, c'est ça. Merci pour vos remarques et vos partages là dans le chat. Et puis alors à très vite. À très bientôt. Belle